conférence de notre première matinée. Après une première conférence très originale de notre ami architecte chilien. Je sais, il fait un peu chaud. J'espère que vous avez eu l'occasion pendant la pause de regarder les croquis de David, de lire les légendes qui, je le répète, sont traduites sur l'app, qui sont très poétiques. Et maintenant, pour cette seconde conférence, nous avons un hôte qui vient d'un petit peu moins loin, Guillaume Deniel, que je vais inviter à monter sur l'estrade. Et voilà, mira, mira. Oh. Maravilloso. Je vais vous donner un message. Enivrez-vous de vin, de poésie, de vertu, mais enivrez-vous. Je suis très enthousiaste de cette édition et je souhaite à cette version française soit un succès. Jusqu'à ce que vous connaissiez les 10 titres par cœur. Voilà, accueillons donc Guillaume. Grazie per essere qui, Guillaume. Guillaume ha 34 anni ed è un giurista con master in diritto notarile e un master in diritto immobiliare. Appassionato di arte e di storia, è amante dell'arte e si dedica alla conservazione del patrimonio francese. È stato presidente nel 2014 e 2015 della Junior Enterprise Scuola del Louvre e grazie a questa missione sono stati restaurati molti capolavori con il sostegno della Fondazione Bettencourt. Ha 34 anni e lavora con il fratello Alexandre, suo fratello minore. Hanno una loro azienda e si occupano di antiquariato immobiliare, alberghi, palazzi, case e immobili. Suo fratello Alexander è un urbanista e giurista. Grazie ancora per essere qui. La junior entreprise de l'école du Louvre, c'est un titre magnifique. Félicitations pour ce beau parcours. Je voudrais juste dire un tout petit mot pour expliquer mieux pourquoi nous vous avons invité. En fait, je pense que c'est la conférence la plus contemporaine de celle que nous avons à voir, parce que vous êtes dans le business. Oui, et il faut ce que je qui le est confesse. très intéressant avec le business, avec l'économie, c'est que ce sont des aspects de l'activité humaine qui repèrent un besoin chez les gens, qui sont capables de le décrire, de le cerner et ensuite de le servir. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est objectif, c'est vraiment une description de ce qui se passe, de faits réels. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant que vous soyez décrit comme antiquaire en immobilier, parce que justement, ça décrit un besoin de notre société actuelle. Une société, on dit, un peu toujours plus fluide, dans laquelle on va passer son week-end à Budapest ou à Dublin, on va passer ses vacances aux Maldives, etc.
eh bien, votre business, justement, montre un besoin nouveau, en tout cas pour moi inattendu, c'est celui d'un ancrage dans cette société si fluide. Vous montrez ce besoin, vous montrez qu'il existe une demande pour une terre, vraiment pour une demeure où habiter. Donc, je rejoins tout à fait ce thème d'Imora. Je vous laisse nous expliquer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, donc voilà, je suis historien de l'art principalement, je suis dans le business, je dois le confesser. Alors, sur ce que je fais, je l'ai créé avec mon frère en 2015. On trouvait injuste de valoriser sur le marché immobilier des biens qui étaient beaucoup plus que des mètres carrés, que des implantations, que des volumes, et qu'un aspect bassement matériel. Et, pardon, ok, très bien, pardon. Et donc, on s'est lancé en 2015 dans le but de valoriser les aspects intellectuels. Pardon, je suis désolé. Je vais prendre une distance définitive avec ce micro. Et donc, ok, c'est bon là? Pardon, hein, c'est très fin. Ok. Et donc, et on s'est consacré à corps perdu avec mon frère à sillonner la Bretagne en long, en large et en travers. Et on a trouvé des pépites. On a trouvé des bâtiments par de très grands architectes du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Gabriel, qui avait travaillé à Versailles pour Louis XV. Et on a trouvé des... Voilà, ça c'est mon frère, c'est important parce que c'est avec lui que je fais mon projet, il n'est pas là, mais voilà. Ah oui, l'aspect business c'est central, donc ça va pas marcher. Mais je suis un agent immobilier, juridiquement j'ai le statut d'agent immobilier. Si on me dit ça, je vais me mettre à pleurer, mais c'est la vérité. Et donc voilà, donc j'ai un site internet, les bâtiments ont des prix, donc il s'agit de vente. Mais je vis mon activité comme beaucoup plus qu'une vente. Alors ça c'est un mégalithe dans le Morbihan qui est un peu un point fondateur parce qu'on l'a trouvé en 2015, il était en vente depuis 10 ans, il était au milieu d'une campagne superbe et il était en vente chez des concurrents qui disaient qu'il y avait 100 hectares de terre, qu'il y avait des bâtiments agricoles en mauvais état et ce bâtiment ne trouvait pas son preneur parce que c'était un ovni immobilier. On l'a étudié, j'ai montré qu'il avait été découvert tard au XXe siècle, qu'il n'avait pas été modifié par les érudits du XIXe qui ont beaucoup massacré les mégalithes en Europe, qui les ont creusés, qui les ont fouillés, qui les ont reconstitués de manière inexacte. Et tous nos concurrents se sont moqués de nous en disant qu'on était des illuminés et que ça ne marcherait jamais. On l'a vendu à l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'étude des mégalithes, qui est producteur de cinéma, qui a fait des films sur Stonehenge, sur les pyramides, sur la géométrie sacrée des cathédrales, et qui a en plus eu la coquetterie de faire visiter, de demander la visite de ce monument le jour du solstice d'hiver, qui est le seul jour où le soleil au levant rentre au fond de la chambre. Ça fait écho à ce que disait le précédent intervenant sur il fallait venir à l'aube pour percevoir vraiment le moment précis. Et là, c'est précisément le cas. C'est un monument qui est orienté du point de vue astronomique. Alors, mon intervention est un peu décousue, je suis désolé. Les lieux ont bien sûr une essence matérielle. Ils sont faits de pierre, principalement, de sable, d'argile, d'ardoise, de bois, et avec des matériaux qui vont les marquer. Ici, du granit, et donc, fatalement, ça commande l'aspect qu'a le bâtiment. Donc ici, un manoir 17e en Bretagne, qui est complètement abandonné, avec le matériel agricole devant, avec des gros blocs de pierre, ça s'appelle du grand appareillage de pierre, donc c'est un Lego de granit. On retrouve un peu la même chose. Là, c'est un bâtiment qui est un peu plus au nord de la Bretagne et la pierre change. On voit qu'elle est plus ocre. Elle va jusqu'au rose vif sur la côte nord de la Bretagne. C'est vraiment rose vif. Dans le Val-de-Loire, la pierre est plutôt blanche et ça donne des bâtiments plutôt clairs, vus de loin, avec une physionomie assez différente. Ça, c'est un château que j'ai vendu dans le Poitou et avec un aspect plus aimable, moins austère. En Dordogne, la pierre est plutôt ocre. Avec des toits, avec de la grosse ardoise plutôt rustique. Et donc on voit que
c'est cette implantation du bâtiment et la géologie de l'endroit qui va nous donner la physionomie du bâtiment. Alors, par ailleurs, il y a effectivement la géologie du sol, dont on extrait les matériaux qui vont commander ça, parce qu'en fait, lorsqu'on construisait un bâtiment avant l'ère industrielle, le premier coût de construction n'est pas les matériaux, c'est le transport des matériaux. C'est quelque chose qui mobilise des animaux, du matériel, des hommes, et ça pendant des temps longs. Quand vous faites venir de la pierre qui fait 200 km au XVIIIe siècle, c'est un coût très important. Et donc en fait, on utilise ce qu'il y a sur place. Le lieu, c'est ces ressources du sol qui permettent de construire le bâtiment, c'est aussi l'implantation du bâtiment. On voit ici ce bâtiment qui a sa grande perspective et où l'implantation a clairement été choisie pour bénéficier au mieux de la vue. On voit ici le grand terre-plein, on descend et il y a une perspective de 3 km dans le bois. Donc on utilise au maximum l'implantation pour faire un joli effet, mais on le structure aussi. La grande allée, bien qu'on considère que ce soit la campagne ou la nature, tout ça est structuré de main d'homme. On a tendance aujourd'hui à considérer que lorsqu'on va dans la campagne, c'est la nature, les arbres, les oiseaux. Tout ça est structuré. Le moindre muret, le moindre fossé, le moindre champ, le moindre talus est quelque chose qui a été structuré à dessein. Donc voilà, grand terre-plein, grande allée, grand effet, tac. Alors, parfois des implantations plus modestes. Ici, on voit un bâtiment que j'aime beaucoup parce qu'il était niché au creux de sa vallée. C'est un bâtiment qui est quasiment enterré, il se cache. Et ça, c'est une implantation du Moyen-Âge typique. On a l'impression que les châteaux forts sont toujours sur une éminence, et ce n'est pas exact. Là, par exemple, on a un château fort en Bretagne. Toujours la Bretagne, je suis breton, je suis désolé, j'ai plein d'exemples en Bretagne. Et donc, en fait, même s'il est monumental, vous passez à 1 kilomètre, vous ne le voyez pas. Il est caché sur une demi-pente, dans une vallée, et la principale défense, c'était de se loger dans le paysage. C'était pas de jouer les fanfarons en disant « j'ai un fier château et je suis visible à 10 km », là on allait avoir des attaques de partout. Un deuxième château en Bretagne, vous voyez, il est vraiment dans une cuvette, il est quasiment rentré dans ses douves en eau, et les arbres autour sont quasiment aussi hauts que les tours. Et ça, il faut voir en plus qu'à l'époque médiévale, la France et l'Europe est un territoire majoritairement boisé. Donc voilà, ça c'est un bâtiment que je n'ai pas vendu, c'est la Villa Barbaro di Macer par Palladio, et on voit qu'elle est nichée à flanc de sa colline au pied des montagnes, et ça lui donne une monumentalité extraordinaire, alors qu'en fait c'est un bâtiment qui n'a pas du tout des proportions monumentales. Palladio, dans son traité d'architecture qu'il publie dans la deuxième moitié du XVIe siècle, dit qu'il faut tirer le meilleur parti du sol. Donc en fait, Palladio n'utilise pas de pierre, il fait des choses en briques, en terre, en argile, enduit pour avoir l'allure de la pierre, mais ça n'est pas de la pierre. Et par ailleurs, il faut faire une architecture la plus rationnelle possible pour avoir le plus grand effet et donc utiliser le paysage. On n'a pas construit la colline, on a fait une économie de moyens, on a juste posé la maison sur une pente qui existait. Alors oui, au niveau de la persistance des implantations, les lieux sont souvent pas choisis au hasard et il y a une espèce d'inertie dans les implantations anciennes. Donc je suis toujours dans les aspects matériels. Voilà. Il y a une persistance. Le dolmen que j'ai montré au tout début, il y a un manoir 17e à 100 mètres. Ici, c'est un bâtiment des guerres de la Ligue du XVIe siècle qui est implanté sur une villa gallo-romaine qui est lui-même en surplomb d'une voie gallo-romaine qui passe, je ne sais pas si on voit la flèche que je promène, voilà, la voie gallo-romaine de mémoire Agen, Limoges passe au fond de la vallée et la maison est juste au-dessus. Et pourtant la maison est des années 1550, fin du XVIe siècle, pendant les guerres de la Ligue, elle a été refortifiée à la fin des guerres de la Ligue. Donc on voit une espèce de persistance dans les choix d'implantation. J'ai déjà trouvé une pointe de flèche en silex du néolithique au pied d'un manoir du XVIe siècle par Philibert Delorme. Et on voit que le lieu est occupé depuis des milliers d'années. Pareil, l'implantation, on voit ici un bâtiment, il est niché dans son parc,
il est à flanc, il y a la ferme à côté, ça on y reviendra, c'est le tissu économique et la notion d'entité économique, même si aujourd'hui je suis dans le business de ce genre de biens, ce sont des biens qui avaient une importance économique et qui les ont perdus, c'est tout le sujet. Ah oui, sur la persistance, ici c'est une petite gentilhommière en Bretagne, et vous voyez les petites buttes qu'on voit dans les ombres, ce sont des tumuli qui sont sur un cairn du début du néolithique. Donc vous voyez, et le jardin ici, les flancs sont les flancs du cairn en pierre sèche, les 4 buttes ici. Alors, ces implantations commandent des choses, alors sont parfois le produit ou induisent des choses immatérielles. C'est l'impression qu'on a du bâtiment. Lorsqu'on arrive face à un bâtiment, on a toujours une impression, bonne ou mauvaise. Certaines personnes sont très réceptives à ce genre de choses, certaines moins. Le choix des lieux pouvait être commandé par la présence d'eau. La présence d'eau qu'on trouvait par radiesthésie, la géobiologie, le don de l'eau, de trouver l'eau. Donc il y a une notion de résonance. Et est-ce qu'on se sent bien à un endroit? Est-ce que ce lieu est propice à l'implantation? Dans les traités d'architecture jusqu'à des temps très récents, au XVIIIe siècle, on indiquait que le lieu, on devait planter une tente, rester à des saisons différentes pour percevoir le vent, la lumière, le comportement des oiseaux, le climat, et tout simplement son sentiment. Et si tout ça était concluant, on lançait la construction d'une maison à cet endroit-là. Ça explique aussi que les lieux anciens qui avaient été choisis dans des temps très reculés, et on voit la persistance des monuments où certains lieux sont occupés depuis la préhistoire, ça réglait la question, puisqu'en fait, on savait que le lieu avait été choisi anciennement et on gardait cette implantation. Pardon. Je suis désolé, apparemment je parle trop vite. Je vais ralentir. Alors, sur cette notion positive ou négative, là par exemple c'est un lieu que j'ai eu à la vente qui clairement avait quelque chose de très négatif en lui. Alors c'est très subjectif. Il y a des blocs de quartz implantés dans la maçonnerie, pardon, et je vais ralentir. Je suis navré. Et c'est un lieu qui avait été marqué par des événements profondément négatifs. Un meurtre passionnel au XVIIIe siècle, et qui avait marqué l'endroit jusqu'à conduire à son abandon. Et c'était des choses qui se sentaient et que plusieurs des personnes à qui je l'ai fait visiter ont senti, bien qu'ils n'avaient aucun moyen de le savoir, puisque ce n'étaient pas des choses qui étaient inscrites ni sur Internet, ni écrites. Sur l'aspect positif, là c'est un bâtiment du XVIIIe siècle que j'ai vendu près de Paris, qui avait été construit pour un cousin de Louis XV, qui s'était pris une rafale d'obus en 1944, et donc il avait perdu son pavillon de droite, ici. Et bien malgré ça, ça restait un lieu merveilleux. Il avait été construit au XVIIIe siècle, c'était un lieu de fête qui avait été construit pour un couple très amoureux qui a eu une vie assez tumultueuse. Il s'est passé que des choses chouettes dans cette maison jusqu'à son bombardement en 1944. Et c'est inexplicable, mais même si elle a été bombardée, les gens qui venaient visiter ne pouvaient plus partir. Les visites duraient une demi-journée. C'était incroyable. Et donc voilà, des lieux marqués. Ça, c'est le jardin de cette maison en vis-à-vis. Et on voit la tranchée de la rafale d'obus qui est passée en diagonale, comme ça, tac, et qui a rasé le toit du pavillon à droite. Alors, on va avancer. Voilà, ça, c'est le document que j'ai trouvé. Voilà, mon travail a un grand aspect documentaire. Ça, c'est l'acte d'achat par Louis XVI quand il achète la maison à son cousin pour son propre frère. Donc ça, c'est la signature de Louis XVI, qui signait tout le temps Louis. Et ça, c'est Louis Stanislas Xavier, le comte de Provence, qui deviendra Louis XVIII au XIXe siècle. Et j'ai vendu cette maison à une dame étrangère qui est venue de fort loin, qui est passionnée de la France et qui est en train de reconstruire l'aile rasée parce qu'elle trouvait que ce lieu méritait ça. Alors, oui, les aspects immatériels encore une fois, par exemple, les cycles solaires et lunaires. Alors dit comme ça, on passe très vite pour un fou dingo, mais là c'est un hall d'entrée.
dans la lucarne au-dessus de la porte, il y a cette rondelle de métal qui veut rien dire. Elle est percée d'un trou. Quand le soleil vient frapper la rondelle, il y a un rayon lumineux qui traverse le trou et qui va frapper le mur en vis-à-vis, qui est en fait un gnomon astronomique. Et donc, c'est plus ou moins un cadran solaire amélioré, comme il peut en exister à Saint-Sulpice, par Servante Denis, qui est un grand architecte du XVIIIe siècle. À Saint-Sulpice, le soleil rentre par un vitrail de l'aile sud et il vient frapper le sol. Et vu que le soleil a une course pendant la journée et que cette course change en fonction des saisons, il y a des moments où le soleil tombe pile sur le pilier en face ou vient frapper plutôt le sol. Et il y a un moment particulier où sur l'estrade devant l'autel, il y a cette rondelle ovale, et lorsque le soleil a pile la forme de cette rondelle ovale, ça marque la Pentecôte. Donc on voit bien que l'architecture, c'est plus que des choses matérielles, c'est aussi des choses intellectuelles, et où on pense le bâtiment en amont et où le bâtiment, une fois existant, traduit également des choses intellectuelles à son tour. Je ne sais pas si vous voyez le rôle de message. L'architecte réfléchit en termes intellectuels, il fige dans la pierre son message et le bâtiment traduit ce message même quand l'architecte n'est plus là. Alors, oui, ces messages intellectuels sont parfois liés à des courants de pensée très spécifiques. Par exemple, ça, c'est un lieu que j'ai vendu en Mayenne. C'est un château de la fin du XVIIIe siècle qui est très sec, qui a une allure de caserne un peu. Il a été fait par un franc-maçon ami de Voltaire. Donc on ne peut pas dire qu'on soit... voilà. Mais à l'intérieur, on ne peut pas trouver pire. C'est tout comme ça, avec des compas, des équerres. C'était bien un franc-maçon. Alors, eh bien, la maison... était marqué de ça. C'est-à-dire que tous mes visiteurs l'ont senti, et c'était une maison qui avait, pardon, mais la poisse. Le vieux monsieur de 82 ans qui descendait du bâtisseur, c'est une maison qui a été dans la même famille depuis le XVe siècle, était conscient de ça. Et c'était pour lui un problème. Et ce message intellectuel était véritablement un souci. Je l'ai vendu en 2021 à quelqu'un qui avait pour projet déjà de bâtir un oratoire quoi qu'il arrive. Et donc, il va bâtir sa chapelle, il est en train de la construire en ce moment. C'est quand même un hasard incroyable. Enfin, il n'y a pas de hasard. Dans d'autres châteaux du XVIIIe siècle, il y a plein de choses très étranges, du genre des chapelles qui ont plutôt l'allure de temples grecs. Et ça, c'est une constante. Tous les grands châteaux français de la fin du XVIIIe siècle sont marqués par la pensée de l'Antiquité. La pensée de l'Antiquité qui a déjà été très utilisée pendant la Renaissance, où les bâtiments, c'est la renaissance de quoi? C'est la renaissance de la pensée antique. Quand on dit la renaissance, c'est la renaissance de la pensée antique et de l'architecture antique. Et à la fin du XVIIIe siècle, c'est le néoclassicisme. Donc on remploie l'architecture antique. Et là, c'est une chapelle dans le Poitou que j'ai vendue, donc une chapelle de propriété, qui a une allure clairement de temple grec. Et tout ça est dans un courant de pensée très spécifique de la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Alors, cet aspect intellectuel, c'est aussi tout ce qui va à côté des bâtiments. Les bâtiments ont une histoire qui a été souvent écrite. Et donc, dans les maisons que je vends, il y a souvent des caisses d'archives. Là, c'est une caisse d'archives dans le Poitou. Il y avait 3 caisses d'archives, comme ça, de 3 mètres de long, 1,50 m de haut, 1 mètre de large, remplies à craquer. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est une vraie question. La plupart des vendeurs de châteaux disent « faut tout vider, on vend aux enchères », et voilà. Sauf que les factures de livraison, l'histoire de la maison, où sont les systèmes de drainage, où sont les systèmes hydrauliques, comment fonctionne la maison, comment est-ce qu'elle a été implantée, quels ont été les problèmes structurels anciens, comment est-ce qu'on a apporté des solutions, c'est marqué là-dedans. Et donc, à chaque fois que je vends une propriété, je vends les fonds d'archives avec, ce qui n'est, à ma connaissance, pas le cas de mes concurrents parce qu'ils ne comprennent pas ça. Pardon. Alors, oui, sur les lieux de mémoire familiaux, voilà, on tombe sur ce genre de choses quand on fouille un peu. Les plans des maisons, signés, datés, circonstanciés, on connaît le nom de l'architecte, on connaît le nom du maître d'œuvre, on connaît la nature des matériaux, on connaît même les carrières d'où viennent les matériaux. Et ça, c'est précieux parce que si vous devez retrouver de la pierre,
ça vous donne une information directe et vous n'êtes pas en train de comparer 15 pierres différentes dans des carrières françaises pour essayer de retrouver la bonne teinte et vous perdez 3 mois à retrouver le bon matériau. Là, vous savez directement d'où cela provient. Voilà, en plus c'est beau. Hop, voilà. Alors, pardon. Ok, je me calme. J'ai pris 3 cafés, alors je suis un peu surexcité. Alors, ce sont des lieux de mémoire. Il y a souvent des sépultures, des chapelles, des mausolées. Et ça, c'est très marqué. Les maisons portent des signes symboliques. Les armoiries, voilà, ça c'est en Mayenne. Mes vendeurs portaient le nom des armes du fronton. Ça a été un sujet aussi. Les meubles, là c'est une sellerie. Les boiseries sont immeubles. Zut. Les éléments pour les harnais des chevaux sont armoriés aux mêmes armoiries. Bon. Est-ce que ça a un sens que ça aille ailleurs? Le grand salon de cette maison 18e a des boiseries absolument exceptionnelles en bois sculpté, avec un salon par le même menuisier qui a livré les boiseries. Cette console est encastrée, le marbre est encastré au balambris. La console tombe au même endroit que la hauteur du balambris au début du trumeau. Les pieds sont fichés dans le plancher par des chevilles. Est-ce que ça a un sens d'arracher ça? Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. C'est un parcellaire. C'est pour vous montrer que souvent, les monuments anciens ont des emprises foncières très larges. Là, par exemple, ce qui est en rouge, c'est 320 hectares. C'est nécessaire pour avoir une belle vue, être indemne de nuisances visuelles, sonores, olfactives. C'est bête à dire, mais les très beaux endroits, c'est des endroits dont vous maîtrisez votre environnement. Parce que l'urbanisme en Europe est quand même assez développé, et je reviendrai, il y a des règles, mais quand même le principal biais de conservation des monuments anciens, c'est la maîtrise de leur environnement. Et le lien entre l'architecture ancienne et l'environnement est fondamental. Et d'ailleurs, en ce moment, sur le marché, c'est ce qui a pris d'ailleurs la plus grande importance. Alors, on arrive à la transmission. Ce sont des sièges de famille, avec un aspect, je l'ai dit, symbolique. Ce sont des lieux qui ont été à la fois hors commerce. Je vends des lieux qui n'ont jamais été vendus depuis l'origine des temps. Des lieux dont la prise de possession relève de la légende. J'ai des personnes qui m'ont dit descendre du général romain enterré dans le tumulus devant leur maison du XVIIIe siècle. Alors ça paraît un peu ridicule, mais ça montre bien que ce sont des lieux qui n'ont jamais été vendus et dont la vente est un moment traumatisant et un moment de péril. Parce que c'est un moment où ils peuvent être massacrés, divisés, dépouillés de leurs décors, de leurs ornements, de leurs archives, de leur mobilier, de tout ce qui en fait la substance intellectuelle. Et même s'ils étaient hors commerce, ils ont toujours été intégrés à l'économie. Et ils ont, c'est mon expression, été le siège de holding. Aujourd'hui, on se dit une holding, c'est une tour de verre à la Défense ou à New York. Une propriété, c'était le siège d'une holding qui avait des activités agricoles, des activités hydrauliques, des activités de production d'énergie, des activités d'extraction de carrières, des activités d'exploitation de ressources naturelles en tout genre, de bois. Et donc, c'est généralement le fait que ces activités-là périclitent ou ne soient économiquement plus suffisantes à les faire subsister qui conduit souvent à la nécessité de les transmettre. Et parfois ça conduit à des drames, c'est-à-dire que les propriétés que j'ai montrées préalablement, quand on voit une propriété dans cet état-là, il pleut dedans depuis 30 ans. Zut, hein, je suis un peu brouillon. Voilà, vous voyez l'état du toit, là la maison, quand j'ai vendu cette propriété, l'aile ici s'est effondrée entre le compromis et l'acte authentique. Elle avait un siècle pour s'effondrer, elle s'est effondrée pendant les 3 mois du... Voilà.
Et donc ça montre l'inadéquation du monde moderne avec une organisation matérielle d'un monde ancien et d'une organisation humaine qui a disparu. Il n'y a rien de plus triste que de rentrer dans une maison où il y a... Alors ça c'est autre chose. Voilà. Une grange dîmière du XIIIe siècle. Formidable. Sauf que la hauteur sous plafond ici c'est 1,60 m. Alors pour stocker du grain c'est super. Et le rez-de-chaussée c'est quasiment pareil, c'est 1,60 m. Alors c'est très beau, bon, elle est déjà sous parapluie. Le parapluie à 30 ans, il est lui-même pourri. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'un élément d'architecture qui est issu d'une organisation humaine? On ne prélève plus la dîme et on ne stocke plus le grain dans des granges. C'est comme ça. Une éolienne, est-ce qu'il y a encore des gens qui pompent leur eau avec une éolienne du 19e siècle? Non. Voilà, la charpente est très belle, elle est toute... Voilà. Un lavoir, très beau, mais personne ne lave plus son linge à la main au fond de sa propriété. Et donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Une propriété avec un couloir de 25 mètres. Super. C'est Downton Abbey, c'est super. Vous pouvez loger une trentaine d'employés de maison. Plus personne n'a 30 employés de maison. Et donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces grands vaisseaux des temps anciens qui sont porteurs de toute une mémoire, d'une mémoire de l'organisation humaine, d'une mémoire immatérielle, de tradition, d'un art de vivre. J'ai mon texte qui s'enfuit. Pardon, je peux avoir de l'aide. Bon, je meuble. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Ces grands vaisseaux. Alors oui. Là, par exemple, c'est une abbaye qui a été désaffectée à la fin du XVIIIe siècle, à la Révolution, qui a perdu son église abbatiale, qui est devenue la propriété de la mairie, qui se retrouve en état de péril. Vous voyez, je ne sais pas si on voit clairement, mais il y a des grillages partout autour. Hein. On ne peut plus s'approcher du bâtiment. Et pourtant, lorsque je le faisais visiter, tout le monde restait agglutiné là, tout le temps, avec les architectes, tout le monde était là, collé au bâtiment. On pouvait se prendre d'une ardoise à n'importe quel moment. Il se trouve que... c'est bon la technique. Voilà. Et bien en fait, c'est l'ancien cloître. Vous voyez, le bâtiment que je montre ici, c'est le bâtiment qui est là. Je ne sais pas s'il y a un laser, mais voilà. Et donc en fait, sans le savoir, les gens stationnaient à l'endroit de l'ancien cloître. C'était inexplicable, et tout le monde s'agglutinait tout le temps dans le cloître, sans savoir que c'était le cloître, parce que le seul vestige du cloître, c'est ça. C'est 3 pauvres arcades cachées derrière un buisson au fond. Les éoliennes, l'importance économique, j'essaie de me rappeler ce que j'ai marqué, oui, vous voyez, la situation dramatique, c'est super architecture, le toit est tombé dedans, là, hein. C'est fini. Parce que l'attachement, pas tant à l'aspect matériel, c'est pas une question d'ego dans la plupart du temps, mais mes vendeurs ne sont pas des gens matérialistes, ce sont des gens qui sont attachés aux souvenirs, à la mémoire, à des choses certes rassurantes, hein, faut pas se leurrer non plus, mais et ils ont un rôle conscient de messager et de porteur de messages. Et donc, d'accord, mais vous portez votre vaisseau, votre monument, et donc il finit par s'effondrer, parce qu'il ne se passe rien. Merci. Et donc, je ne sais pas au niveau du temps, on est bien? Alors. Et donc oui, ces monuments en péril qui peuvent être l'objet de division, voilà. Hein, ça c'est un château que j'ai vendu en Bourgogne, considéré comme le Versailles de Bourgogne, un des plus beaux monuments 18e dans un rayon de 300 km autour de Paris. Je l'ai vendu il y a 3 mois, pareil, une aile s'est effondrée entre le compromis et l'acte authentique. C'est la malédiction.
Je l'ai vendu à des passionnés qui sont en train de le restaurer. Voilà, ça c'est l'aile avant, ça c'est l'aile après. Elle est éventrée. Voilà. Parce que la personne qui l'a acheté il y a 30 ans l'a acheté pour de mauvaises raisons, juste pour le garder, et n'a rien fait. Et donc le monument est en train de tomber en morceaux. Voilà, c'est ça. C'est un gros morceau, on voit qu'il y a des arbres qui poussent sur le toit, vous avez un rooftop avec un jardin. Voilà. Alors, oui, si cette inadéquation de ces outils économiques, de fonctionnement économique avait une utilité dans une société liquide, c'est ce que vous disiez, une société où on n'a pas d'ancrage et où on encourage la mobilité poussée à l'extrême. Il est beaucoup plus chouette de partir en vacances sur un coup de tête en sautant dans un avion et une fois descendu de l'avion, vous mettez les doigts de pied en éventail avec un jus de ce que vous voulez ou une boisson X ou Y. Une maison comme ça, soit vous n'avez pas de moyens et c'est un fardeau, soit vous avez des moyens et vous êtes quand même le chef d'une grosse entreprise. Parce qu'une maison comme ça, à portée, c'est minimum 3, 4, 5 personnes. Et vous êtes là, présent, en train de mener votre entreprise. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Oui, il y a un environnement légal qui est parfois favorable et qui aide à la conservation de ce genre de lieu et parfois défavorable. Les éléments favorables sont la législation monument historique qui protège ces monuments et qui en protège même parfois les accessoires, le mobilier, les archives, lorsque ça a été étudié et que ça a fait l'objet d'une décision administrative de protéger cet endroit. Encore faut-il que ça a été porté à la connaissance de l'administration pour décider de le protéger. Il y a les règles d'urbanisme. L'urbanisme, ce sont les règles juridiques qui vous disent si vous avez le droit de construire ou pas un nouveau bâtiment. Il y a les règles environnementales qui sont l'un des plus grands soutiens de la préservation du patrimoine, parce que les monuments anciens sont souvent dans de très beaux environnements naturels, avec des végétaux extraordinaires, des arbres qui peuvent avoir 2, 3, 4, 5 siècles, de l'eau, des rivières, des sources, et avec ça de la faune qui peut faire l'objet de protection juridique en France, mais pas seulement dans les pays périphériques de la France avec un patrimoine important, c'est le cas. Les dispositions légales défavorables, la fiscalité immobilière en France, les monuments historiques, fut-ils quasiment en ruine, font l'objet d'une taxe foncière parfois très importante. Les droits de succession, vous payez des droits de succession même quand votre maison est en train de s'effondrer. Le droit de l'environnement qui parfois est en conflit avec le droit des monuments historiques. J'ai eu le cas sur l'abbaye en Anjou. Il y avait des chauves-souris et une association a porté ça à la connaissance du préfet qui a interdit de rentrer dans le bâtiment entre avril et octobre et de faire tous travaux. Sauf que là, le bâtiment allait s'effondrer sur les chauves-souris. Il y a des législations, il a fallu faire un arbitrage entre les règles environnementales et les règles monuments historiques. Et au final, dans la philosophie actuelle, c'est l'environnement qui prime sur l'histoire. Il y a la loi sur l'eau, qui conduisent parfois à démolir des moulins, à démolir ce qu'on appelle des seuils. Un seuil, c'est lorsque vous barrez une rivière pour faire un mini-barrage, et vous avez un passage d'eau sur le côté pour faire tourner une roue. C'est vu comme une entrave à la continuité écologique. Les petits poissons doivent pouvoir remonter jusque dans la fontaine à l'origine du fleuve. Et paradoxalement, les rivières n'avaient jamais été aussi poissonneuses que lorsqu'elles étaient barrées de fiefs, de seuils, de biefs ou de roues de moulins qui n'ont jamais broyé les poissons. Ça, c'est ma vision très personnelle, je suis très subjectif. Mais c'est une vraie question. Le droit rural, ces monuments prennent souvent place dans des environnements ruraux exploités du point de vue agricole, avec une législation sur l'exploitation agricole, les fermiers locataires. Et dans la philosophie globale du droit rural, l'agriculteur locataire a plus de droits que le monument, ce qui conduit parfois à massacrer certains monuments, mais surtout essentiellement à diviser les entités foncières. Et c'est pour ça que je vous montrais le plan ici, c'est que le péril de ce genre de propriétés lorsqu'elles sont vendues, c'est que parfois il reste un périmètre beaucoup trop restreint autour de la propriété
pour préserver son environnement et donc sa survie, parce qu'aussi c'est une notion de survie économique. Il y a des mécanismes de droit de préemption où en gros les agriculteurs ont le droit d'acheter à la place d'un acheteur qui achèterait pour des raisons patrimoniales. La raison patrimoniale n'est pas considérée comme prioritaire, c'est la notion agricole qui prime. Donc ça, c'est des choses défavorables. Les droits de préemption des personnes publiques. Si un jour, une personne publique, un département, une région, une commune peut se décréter acheteur d'un endroit à la place d'un particulier passionné avec un projet patrimonial. Là aussi, le projet patrimonial passe à la trappe. Les normes énergétiques, qui sont des normes un peu aveugles, et si le monument n'est pas protégé au titre des monuments historiques, les normes énergétiques s'appliqueront de façon aveugle et viendront dégrader les huisseries, les planchers, les structures pour les adapter d'un point de vue énergétique. Donc notre travail est guidé par l'étude de l'histoire de l'art, de l'architecture, du droit des successions, du droit fiscal, du droit de l'urbanisme, du droit rural, pour rendre compte au maximum de façon fine de ce que sont ces lieux et pour d'une manière commerciale, il faut que je le confesse, oui je suis dans le business, les faire acheter et plus que ça, les transmettre à des gens qui vont percevoir cet aspect immatériel avant de venir acheter une surface de terre, une surface habitable. Je dis souvent, je ne suis pas un vendeur de charbon au mètre carré. On n'achète pas un tableau de maître parce qu'il fait 1,20 m par 1,30 m. On n'achète pas la Joconde parce qu'elle fait 0,8 m² de peinture. On n'achète pas une commode du XVIIIe siècle au prix du mètre cube de bois de chauffage. Mais ça, sur le marché immobilier, c'est un peu un combat parce que les lieux sont souvent valorisés du point de vue de leur emprise matérielle sans prendre compte de tout l'aspect intellectuel que j'ai évoqué. Et donc on arrive à la dernière partie de ma présentation, j'espère qu'on est encore bien niveau temps. La quête des lieux. Tout ce travail d'étude, de valorisation, de perception et de présentation commerciale, je fais des dossiers, je publie des dossiers sur les choses qu'on me confie à la vente pour rentrer en contact avec des gens en quête. Donc je dis souvent que je marie des gens qui ne veulent plus d'un lieu avec des gens qui le désirent. Et la vente immobilière, c'est un peu une course de fond, un marathon. En France, ça dure largement 6 mois, 6 à 8 mois, parce qu'il y a des délais administratifs, parce qu'il faut notifier des choses. C'est très long. Donc il va falloir qu'il y ait un crush entre le vendeur et l'acheteur. C'est pas simplement on fait un chèque et on claque la porte. J'ai, en l'occurrence, le plan cadastral que vous avez sous le nez, mon vieux vendeur de 82 ans, qui était un homme adorable et qui portait sa maison d'une façon complètement héroïque, est resté habité sur place 1 an après la vente, en accord avec le vendeur, avec son acheteur. Et donc là, on n'est plus dans le cadre de la vente et on n'est plus dans le cadre du contrat, on est dans le cadre ils se sont juste bien entendus. Et j'ai appris il y a 3 jours que mon acheteur est en train de faire des vidéos de ce vieux monsieur qui raconte l'histoire de sa maison. Et donc voilà, et donc là, on est au cœur de ce que j'aime faire. Et la démarche spirituelle est aussi souvent au centre de cette quête. Les personnes qui cherchent ce genre d'endroits ont pu en avoir par le passé, l'ont vendu, l'ont perdu, ont pu être dans des familles qui s'étaient consacrées à la préservation de ce genre de lieux et pour diverses raisons ne les possèdent plus. Mais ce mot posséder n'est pas juste parce que avant de posséder, ce qui ressort, c'est que les gens veulent se sentir des dépositaires temporaires. Avant-hier, j'étais à côté de Paris avec un start-upper de 40 ans qui m'a acheté, alors oui, des périls, vous voyez, ça c'est un bâtiment qui a failli être rasé à côté de Rouen, en Normandie, parce qu'en fait, bah oui, il est en mauvais état, hein, c'est sûr, mais bon, c'est pas parce qu'un animal a la rage qu'on va l'abattre, et là, il est sauvé, il va devenir une école de langue, voilà. Ça, c'est un bâtiment qui a failli être divisé en appartements à Versailles, avec des boiseries par des artisans qui ont travaillé à Versailles pour Louis XVI. Et ça, c'est la maison de sa belle-sœur. C'est la maison de la belle-sœur de Louis XVI, la comtesse de Provence, qui était italienne par ailleurs. Elle était née Savoie. Donc voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est un bâtiment, c'est très beau parce que c'est un bâtiment qui était squatté et inhabité à côté de Paris. Et il avait été acheté en 1953. Toujours une histoire d'amour par une Américaine qui a construit un théâtre de 100 places pour son mari qui était chef d'orchestre. Et en fait, ce lieu a été ouvert pendant près de 50 ans, et dans les années 2000, le vieux monsieur était trop âgé, et donc le lieu n'était plus ouvert. Et ça s'est fait de manière inexplicable, mais je l'ai vendu à un passionné de musique baroque, et qui a symboliquement réouvert. On voit au fond qu'il y a une porte, au fond, et elle est ouverte sur le village.
Et là, depuis, il a acheté, la semaine qui a suivi la vente, il a fait ses concerts, et il y a 2 concerts par semaine dans cette maison, et le lieu a retrouvé sa fonction initiale, d'une part musicale, mais surtout d'ouverture. Voilà. Alors oui. Là, c'est cette maison à côté de Paris. Donc, je l'ai vendue à... Alors ça, c'est très particulier parce que c'est une maison où les personnes qui l'ont sauvée il y a 20 ans l'ont achetée murée. Elle était en très mauvais état depuis le bombardement en 1944. Et ils avaient privilégié la chapelle. C'était des gens très discrets. La chapelle, il y avait des arbres qui poussaient à l'intérieur. Ils vivaient dans leur demi-maison, puisqu'on voit que c'est une demi-maison, mais ils avaient fait une chapelle entièrement restaurée. Et cette maison a été achetée par une princesse musulmane. Alors c'est la belle au bois dormant, c'est la princesse du Qatar qui débarque en Rolls, c'est vraiment une histoire incroyable. Et qui, le jour de la vente, nous dit « Je suis très gênée, je suis musulmane ». Je lui dis « Ça ne nous avait pas échappé ». Et elle nous a dit avec beaucoup d'émotion, je veux que vous sachiez que je ne dénaturerai en aucun cas cet endroit et que je le garderai affecté au culte et que je demanderai à un prêtre de dire une messe au moins une fois par an dans cette chapelle. Et bon, voilà. Et donc les beaux endroits attirent des personnes avec de belles énergies. Mais là aussi, j'avais fait un dossier très complet sur ce lieu. Il y avait quelque chose de particulier. Donc elle est en train de sauver la matérialité de cet endroit, mais elle ne l'a pas dénaturé non plus du point de vue spirituel qui avait été lancé par les anciens propriétaires 20 ans avant. Bien qu'il y ait des choses cyclopéennes à faire, les terrasses, c'est 4 millions d'euros, pour parler en prix. Il faut les démonter, purger la falaise qui a été très abîmée et remettre les parements de pierre. C'est colossal. Ça, c'est un château, je l'ai vendu il y a 6 mois à un start-upper de 40 ans qui a voulu se marier 2 jours avant l'achat. Sa femme est enceinte et voilà. Là, je suis passé hier, il y a 3 jours, et il y a les échafaudages, et c'est parti. Et c'était comme ça il y a 6 mois. Voilà, c'est lui là. Il n'a pas du tout le look, il n'a pas le bac, il est né en Algérie, il a représenté la France à des Jeux Olympiques. Il voulait un bel environnement, de très beaux arbres. Il m'a appelé, il me dit « Je veux de très beaux arbres ». Et je lui ai dit « Monsieur, formidable ». Par contre, votre maison contemporaine dans un arbre environnemental, vous ne l'aurez pas parce que vous n'aurez jamais le droit de construire ex nihilo une maison au milieu de la forêt. Ce n'est pas possible juridiquement. Par contre, si vous achetez une belle maison et si vous me faites confiance, vous aurez votre bel environnement par le biais d'un monument ancien qui sera dans un bel environnement. Et du coup, il a acheté des tronçonneuses, il entretient son parc, il a défriché, il a appelé des élagueurs, des spécialistes du jardin, il a appris comment est-ce qu'on entretenait, comment est-ce qu'on élaguait des vieux arbres sans les blesser. Il a appris, il vient d'un pays étranger, il n'a pas de culture classique, il a acheté plein de bouquins, il a fait appel aux spécialistes du sujet, et il a une délicatesse pour s'occuper de son endroit. Et c'est ce que je voulais dire pour terminer, c'est que il est important de considérer l'âme des lieux, mais plus que l'âme des lieux, c'est les êtres humains qui ont une âme. Et c'est eux qui mettent leur âme dans leur œuvre et dans les endroits qu'ils bâtissent. Et il faut se méfier de cette vision romantique de le lieu se suffit par lui-même, parce que je trouve ça assez mortifère. Ce qui est beau, c'est les aventures humaines et les aventures spirituelles, souvent derrière ces endroits qui portent ces messages. Et c'est ce que je voulais dire pour terminer à travers cette image, qui est quelque chose qui m'émeut beaucoup parce que c'est un bâtiment qui m'a beaucoup aidé. C'est le premier bâtiment royal que j'ai vendu. C'est un bâtiment qui était en déshérence pendant longtemps. C'est un bâtiment qui est resté en vente de manière inexpliquée pendant 10 ans. C'est un bâtiment qui a failli être rasé 3 fois. Et c'est un bâtiment sur lequel j'ai fait ma première grande étude. J'ai été séduit par, cet aspect de ruine romantique, quasiment napolitaine. On croirait que c'est Hubert Robert, c'est très bien. En plus, c'est oriental, il y a une pagode, c'est l'Orient. Les arbres au sommet, c'est des tilleuls qui ont 3 siècles, très, très bien. Mais en étudiant ce lieu, j'ai perçu qu'il y avait plein de choses derrière, et c'est un lieu qui avait une implantation médiévale, et ça a été le déclencheur.
Et donc, il y a eu cette belle histoire avec cette dame, et c'est là que j'ai compris vraiment le rôle humain dans ces endroits, et que c'est pas l'endroit qui prime, mais c'est les aventures humaines. Voilà, je me répète un peu, mais c'était ce que je voulais dire. Voilà. Est-ce que tu as du courage pour quelques questions? Ah non, mais avec plaisir, j'adore expliquer ce que je fais, mais même jusqu'à l'excès, il faut me stopper parce que sinon après c'est fini. Mais avec plaisir. La fin nous arrêtera. Très bien. Bonjour, je voudrais savoir, la dame qui a acheté cette demeure avec la chapelle, la dame musulmane, est-ce qu'elle aurait eu le choix de reconstruire cette chapelle en mosquée? Absolument. Alors, c'est une chapelle qui est inscrite monument historique. Donc, pour ce qui est de sa matérialité, elle ne peut pas y apporter de modification. Mais en modifier l'usage, oui. Mais est-ce qu'on peut transformer aisément une chapelle en mosquée sans en modifier l'architecture? C'est une question. Juridiquement, c'est un lieu qui a été consacré. Il faudrait faire une procédure pour la désacraliser. Mais oui, j'ai déjà vu des lieux désacralisés qui devenaient autre chose. Pas de mon fait, je ne fais pas ce genre de choses. Mais oui. Pardon? Si, elle aurait pu arrêter, elle aurait pu dire ça devient une grange. Je vais ranger ma tondeuse à gazon dedans. C'est horrible, hein, mais si. Il n'y a pas de... Voilà, la législation monument historique est une garantie de l'intégrité matérielle du bâtiment, mais pas de son usage. Après, il y a des règles parfois sur l'usage qui fixent l'habitation, qui fixent l'accueil du public, qui fixent des choses, et vous ne pouvez pas faire autre chose. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Vous pouvez la transformer en habitation si vous voulez. Bonjour, j'aimerais savoir comment est-ce que vous trouvez vos clients puisque vous ne répondez pas aux mêmes besoins que les autres agents immobiliers. Parce que je suis un fouineur, parce que dans ma famille, j'ai eu la chance qu'on m'intéresse aux belles choses très jeune. Mes parents m'ont toujours amené à voir de très belles choses, donc on a une documentation qui est énorme, que j'ai potassée pendant très, très longtemps. Donc je sais ce qui existe globalement, pas de manière exhaustive, mais globalement j'ai une assez bonne vision de ce qui existe. Alors il y a deux choses, soit on m'appelle pour me confier des biens, soit on me demande d'en trouver, des gens qui ont des critères très précis et qui me disent, comme le sportif de haut niveau qui me disait je veux de très beaux arbres, et je savais où il y avait de très beaux arbres de 3 siècles, des tilleuls absolument superbes. Et là c'est moi qui suis allé voir le propriétaire pour dire bonjour, je sais que votre bâtiment est à l'abandon, et il faut beaucoup de délicatesse pour aller voir les gens. Ne pas les juger, pas leur dire « Ah là là, vous laissez tomber votre bâtiment en ruine, c'est un scandale ». Chacun fait comme il peut, et même si parfois c'est à l'abandon, les gens font des choses invisibles. En l'occurrence, c'était peut-être à l'abandon, mais il y avait quand même un gardien qui passait, il y avait des caméras de surveillance, c'était clos, il avait stocké les décors du rez-de-chaussée de boiserie dans un lieu sécurisé et clos. Enfin, voilà, donc j'ai expliqué ma démarche, monsieur m'a dit oui, non, a priori, je ne vends pas. Et après, je suis allé voir en lui disant, j'ai quelqu'un de très fin, qui ne va pas le massacrer, qui ne va pas en faire un hôtel, qui ne va pas le diviser en appartements, qui ne va pas faire des lotissements dans le parc. Et il m'a dit, pourquoi pas. Donc, c'est une affaire de rencontre. C'est, on dirait en droit, intuitu personae. C'est en considération de la personne. Je ne vends pas... Alors, c'est toute la question, c'est est-ce que je peux discriminer mes acheteurs ou mes vendeurs en disant, non, je ne vous vendrai pas à vous. J'ai jamais été amené à le faire. Les choses se font de manière complètement naturelle. Certains lieux, ce lieu-là aurait dû être vendu à quelqu'un qui n'avait pas de sensibilité du tout. Je ne voulais pas lui vendre. Le lieu s'est défendu. Il y a eu plein de complications juridiques, plein de complications, des parties qui sont effondrées, tout, des arbres qui sont
tomber jusqu'à ce que la personne insensible dise « c'est pas pour moi ». J'ai même pas eu à le dégoûter, c'est lui qui s'est dégoûté tout seul de l'endroit, qui était pourtant une merveille. Et donc pour trouver des endroits, je pars en chasse, je fais des grandes virées, je passe ma vie au volant de ma voiture, à aller voir des choses. Voilà. Je m'arrête, je vais voir les gens, je sonne. J'ai un côté très intrusif, hein, je ne fais pas un métier très élégant. Génial. Il y a 3 jours, je me suis arrêté à côté de Paris, un château superbe qui est fermé depuis très longtemps. Et je suis allé voir, je suis tombé sur une vieille dame de 90 ans, absolument délicieuse, qui m'a reçu avec beaucoup de gentillesse et qui ne m'a pas du tout condamné en disant « Quoi, mais vous me contactez, c'est chez moi, laissez-moi tranquille ». Elle m'a dit « Non, non, c'est vrai, vous avez vu, la maison n'est pas en bon état, c'est une question qui va se poser ». Et donc, je propose humblement mes services, en fait, c'est ça. J'explique ce que je fais, je montre ce que j'ai déjà fait, et si les gens veulent, ils me contactent. Voilà. Peut-être une dernière question? Oui, moi j'ai juste une petite question. J'ai trouvé, trop près du micro comme vous, j'ai trouvé magnifique ce que vous avez dit, je vous le dis, je trouve ça magnifique. Et j'ai quand même une question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes tout de même globalement optimiste pour le patrimoine français? Parce que c'est vrai que on a vu beaucoup de choses abîmées, on sait qu'il y a beaucoup de choses abîmées, on sait qu'on n'a pas toujours les moyens, et que voilà, quel est votre avis sur ce futur? Oui, on me dit, ah là là, le patrimoine est en mauvais état, tout tombe en ruine. Ça n'intéresse plus les jeunes. Les 5 dernières grosses ventes que j'ai dû faire, c'était des gens qui avaient entre 30 et 40 ans. Qui avaient entre 30 et 40 ans. Le dernier château que j'ai vendu, le type est né en 89. Et je suis hyper optimiste. Il y a plein de gens sensibles. On aime ce qu'on connaît. Il faut expliquer. Si ce sont des gens qui n'ont pas la culture pour ça, il faut leur expliquer. Je fais acheter des bouquins à mes acheteurs. Je leur dis achetez ça, ça, ça et ça, et vous lisez. Et si ça les intéresse, ils potassent. Et après, ils reviennent me voir en disant mais c'est formidable, je ne pensais pas que j'avais acheté un truc avec autant de matière intellectuelle, et ça les passionne. Et du coup, je suis hyper optimiste. Ça a été acheté par une princesse du Qatar. On me dit ah là là, tu vends des maisons au Qatar. Oui, elle a 45 ans. Elle est célibataire dans un pays musulman intégriste. Elle est passionnée d'art. Elle collectionne le 18e. Elle m'a filmé, il y a un truc qui m'a hyper ému, elle m'a filmé en train de manœuvrer l'huisserie qui est dans l'angle, il y a une huisserie cintrée dans le sens de la hauteur et dans le sens de la profondeur. Et qui est un travail de menuiserie absolument splendide parce que la porte s'ouvre dans sa courbe et elle vient se rentrer dans son chambranle de manière impeccable depuis 2 siècles, tout ça n'a pas joué, c'est super. Elle m'a dit mais c'est incroyable, elle m'a filmé en train de manœuvrer la porte. C'est formidable. Et elle aurait pu aller acheter une maison à Monaco et pas se mettre sur le dos un château à moitié rasé qui est en train de s'effondrer avec des contraintes monuments historiques, avec l'architecte des bâtiments de France sur le dos, avec de vraies contraintes. Elle aurait pu aller faire autre chose. Et bien elle se consacre à ça. Le gros château dans le Poitou, ça a été acheté par des Australiens passionnés par l'art français, l'art de vivre, la culture. Ça, c'est un château qui était en vente depuis 10 ans chez tous mes concurrents. Le couple à la quarantaine, ils sont passionnés et ils ont traversé le monde pour venir sauver ça et engloutir au passage leur fortune. Hein, parce que ça, une fois restauré, le chantier couverture, charpente, enduit, volets, fenêtres, clos et couverts, c'est 4 millions d'euros. Et à 4 millions d'euros, vous n'avez pas une seule salle de bain qui tient la route. Et ils le font. Et ils vivent sur place. Ils se sont mis résidents fiscaux français pour bénéficier des avantages fiscaux. Donc oui, je suis confiant. Ça fait rêver la terre entière. Et là, par exemple, vous avez vu l'environnement, mais ils m'ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte, en Australie, il y a des incendies. Là, c'est la nature. Vous regardez, il y a des arbres. C'est la nature. C'est structuré de main d'homme. C'est verdoyant. Il y a des arbres. La princesse du Qatar qui m'a acheté le pavillon, là, le bassin, est branché sur une nappe phréatique. Je ne sais pas si on voit, mais l'eau est bleu turquoise. Elle m'a dit, mais au Qatar, j'ai fait une usine pour dessaler l'eau qui m'a coûté $1 million pour faire un jardin. Et là, il y a 4 sources dans son parc. On marchait sur de la menthe, on est resté 1 heure bloqué. Elle me dit, oh, mais on ne peut pas marcher dessus, c'est trop précieux. Je lui dis, c'est pas grave, on marche dessus, on en retrouvera d'autres, c'est pas grave.
la France a un côté jardin d'Éden que les Européens, même on pourrait élargir à l'Europe, ne mesurent pas. Et donc, ça intéresse des gens qui ont beaucoup de sensibilité. Donc, je ne suis pas inquiet. Mais il faut l'expliquer, il faut l'étudier, il faut le mettre en valeur. Bien. Merci infiniment, Guillaume. Je dois ajouter une petite chose, c'est que Guillaume a fait le déplacement juste pour la conférence. Je suis très impressionné. Bien. De fait, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ta conférence, c'est que tu dis la France est un jardin d'Éden, et en même temps tu dis mais c'est le fruit d'une aventure humaine. Et de fait, si la France est un jardin, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est parce qu'il y a eu tellement d'amour qui a été mis dans chaque talus, dans chaque orientation d'allées forestières, dans chaque la constitution des sources, des étangs, des biefs, de ce que tu dis. Beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour, en fait, qui a porté à la construction de ces demeures. C'est des lieux réels pour habiter, pour s'ancrer, pour mettre racine. Et à chaque fois, donc, le fruit d'une aventure humaine. Je suis très impressionné par ton amour pour ces lieux, pour ton amour pour toutes ces aventures, justement, et pour le fait qu'avec beaucoup de délicatesse, et je trouve avec une vraie compassion, que tu surmontes des obstacles, par exemple, comme tu disais, vendre une princesse du Qatar, mon Dieu, mais par amour pour cette aventure humaine, justement, pour ces lieux, pour transmettre ce témoignage. Je trouve ça extrêmement beau. Je voudrais peut-être ajouter une toute petite chose qui m'a frappé et qui nous permettra après de continuer avec les autres conférences. C'est que j'ai l'impression, notamment à cause de ce que tu as dit à propos de la demeure du franc-maçon, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Comme une personne avec un cœur constitué d'engrenages a fait une maison du coup aussi froide que son cœur. Et ça se sent, c'est incroyable. Alors, moi, je voyais la chose dans l'autre sens. Je pense que cette immense beauté, comme tu dis, ce jardin d'Éden, toutes ces demeures, toute cette très, très grande beauté, en fait, elle provient de personnes qui ont fait l'expérience d'un immense amour. Et du coup, ces demeures, ces lieux vraiment pour habiter, qui donnent force, qui donnent vigueur à ceux qui y habitent, je pense qu'elles sont le reflet d'une demeure intérieure. Et bon, 3 petits points parce que on approfondira beaucoup le sujet. Merci infiniment. Petit cadeau pour te remercier. Merci beaucoup. Merci. J'ai 2-3 petits mots à dire et puis après on mangera. Ah, très bien, très bien. Je m'en vais. Bien. Alors, avant de vous laisser vaquer à l'occupation principale de la journée, se mettre à table, je voudrais simplement vous rendre attentif à quelques événements qui vont encore se dérouler aujourd'hui. Le premier étant l'exposition. Il y a 2 expositions dans le village, enfin 3 en fait. Il y a l'exposition des croquis de David Joly. Il y a cette exposition qui s'appelle Abitare Napoli, Habiter à Naples, qui a été réalisée par une amie d'Afragola, Cristina Palladino, qui est allée visiter un vieux photographe qui a 97 ans, du coup qui n'a pas fait le déplacement. Une personne tout à fait exceptionnelle, lui aussi de formation architecte, et qui prend des photos depuis sa première jeunesse, quand il avait 20 ans. Du coup, ce sont des très belles photos des années 50, 60, de Naples et de ses environs, avec surtout beaucoup de visages, et qui du coup, je trouve, reflètent aussi très bien ce que veut dire pour le peuple napolitain le fait d'habiter, de faire sa demeure quelque part. À 18h, tu peux passer Simon, et donc il y aura chaque jour en fait une visite guidée. Aujourd'hui d'abord à 18h, demain à 18h, après à 18h pour ceux qui veulent, avec justement cette jeune fille Christina qui vous raconte
racontera sa rencontre avec le photographe et qui racontera aussi les anecdotes qui sont liées aux photos. Donc c'est des très belles visites. Je vous encourage à aller voir, c'est juste sous l'église en fait. La maison des anarchistes, ne vous laissez pas effrayer par le mot. Ensuite, il y a une autre exposition, qui est l'exposition Berlin Portraits. Voilà, qui, elle, présente plus que des lieux, des visages, les personnes qui habitent. Et notamment, je trouve ça extrêmement intéressant de voir qui habite Berlin. Qu'est-ce que cette ville, au fond un peu aux antipodes de ces magnifiques manoirs du XVIIIe ou du XVe, qu'est-ce que cette ville, qui habite cette ville? Et on a la chance d'avoir ces 5 artistes qui sont des amis de longue date du Point Cœur de Berlin, notamment à travers Père Jacques, à travers Alina, qui sont venus, qui ont fait le voyage à Letino. D'ailleurs, enfin bref, il y a eu des péripéties, mais en tout cas, je vous encourage aussi à aller visiter cette exposition qui est très belle. Il y aura également, tu peux passer Simon l'image suivante, c'est donc, non attends, oui, c'est donc à la mairie, vous accédez par la rampe qui est à droite de la mairie, qui monte comme ça, il y a une porte en haut du côté droit de la mairie, dans ces belles salles voûtées, et vous aurez aussi chaque jour à 18h une visite guidée avec les artistes, 3 des artistes qui sont présents, et un petit apéritif pour encourager votre venue. Voilà, et qui sera aussi accompagné avec la musique de Yeva Boblitier, qui participera au vernissage. Ensuite, ce soir, on innove, il y aura 2 événements successifs. Alors, le premier, ce sera donc les danses folkloriques, avec des invités du Chili, de l'Ukraine, de l'Italie. Et on aura la chance d'ailleurs d'avoir la musique live de la part de nos amis chiliens qui ont répété, enfin vous verrez, un très bel événement. Et ils ont le souci de vous apprendre au moins une danse de chaque pays. Donc pour ceux qui voudront rester sur la place samedi soir après le concert jusqu'à 5h du matin, vous aurez de quoi faire. Voilà. Ensuite, à la fin de cette première partie de la soirée qui aura lieu sur la place devant l'église, nous chanterons le Salve Regina et ensuite nous vous inviterons à descendre ici où il y aura un bar ouvert avec de la bière et du pisco pour vous donner l'envie de participer au 2e événement de ce soir qui sera un concert de Mariana Kloczko. Alors, j'ai entendu un concert de Mariana pour la première fois en Ukraine, il y a 1 an et demi ou 2 ans. J'ai été très frappé par plusieurs choses. D'abord par sa très grande rigueur dans la composition de son concert, de sa musique, de ses poésies, pour sa grande créativité et aussi pour son talent sur scène. Elle a un vrai talent pour occuper, pour être présente, pour se donner à ses auditeurs. Ça sera un voyage sans doute un peu inattendu pour certains. C'est de la musique électronique, ce sont des textes particuliers, originaux. Et nous avons voulu vous aider à y entrer à travers, vous verrez, les lumières, l'ambiance, la présence du bar, bien sûr, et aussi la traduction des textes qui seront projetés, traduits en anglais, pendant le concert. Ce qui me permet d'ailleurs à l'occasion de remercier beaucoup Simon et l'équipe technique qui ont fait toutes ces installations. Alors évidemment, c'est pas non plus complètement neutre d'avoir invité, d'écouter ce concert de Mariana qui il y a peu de temps est retournée habiter à Kiev. Donc vous verrez, il y a aussi quelque chose de ce drame. Ça nous permet de mettre à l'honneur un petit peu les habitants de l'Ukraine qui vivent des moments si dramatiques actuellement. Je crois que je peux laisser la place aux annonces techniques. Voilà, donc juste pour cet après-midi, donc n'oubliez pas de bien garder juste les oreillettes. Vous pouvez rendre les appareils de traduction à la sortie, mais gardez bien les écouteurs
jusqu'à samedi. On les récupérera le samedi. Voilà. Pour le déjeuner, il y a encore une vingtaine de places chez nos amis du village qui ont remonté un petit restaurant pour l'occasion. Une salle où vous pourrez être accueillis pour déjeuner à la nouvelle école, qui est à 5 minutes à pied. Ils ont déjà cuisiné, tout est prêt, ça va être copieux et très bon, mais il reste une vingtaine de places, donc si vous ne savez pas où aller, n'hésitez pas à aller faire honneur à leur cuisine, à la nouvelle école qui est quand vous sortez à droite, et c'est le premier grand bâtiment après sur la droite, c'est à 5 minutes à pied, vous trouverez. Et l'autre proposition, improvisation, pour ceux qui veulent soutenir encore nos amis napolitains de l'Alpha Center, ils vendent des sandwichs, mais très très consistants. Ils sont en train de terminer les saucisses, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà humé l'odeur du barbecue. Mais donc j'emmène ceux qui veulent, ça peut être un assez grand groupe pour un pique-nique à la rivière, sous les arbres, c'est un lieu magnifique. Donc n'hésitez pas à acheter un sandwich pour le pique-nique et on part dans un quart d'heure depuis le haut de l'école avec boissons et fruits, parce qu'on est quand même des gens très sérieux. On part du haut de l'école pour aller jusqu'à la rivière, il y a 10 minutes de marche. Pour les familles, ceux qui ont des enfants, c'est un plan assez pratique et sympa. Voilà, j'espère que vous pourrez récupérer vos enfants à la sortie, ceux qui les ont laissés, ils ont l'air à peu près entiers. Ça va ? Ouais. Voilà, et pour ceux qui sont donc des restaurants un peu plus loin, les navettes partent du haut de la rampe de lancement assez rapidement. Donc merci de ne pas traîner pour aller rapidement déjeuner. Vérifiez bien l'heure de commencement de votre atelier sur la super application. Certains ateliers commencent à 15h, d'autres à 15h30, d'autres à 16h. Ils terminent tous de manière à ce que vous puissiez aller au vernissage ou que vous ayez le temps de boire une bière avant les vêpres. Donc voilà, si vous avez encore des questions pour les inscriptions ou pour les ateliers, les stands sont à disposition dehors. Voilà, bon après-midi.